Le tragédie Machina, on pourrait en parler des heures, c'est sûr, mais il faut quand même laisser une pause à l'impact culturel qu'a été l'aventure Cybercafé. Donc de nouveau, hein, pour ces gens de ma génération à moi, là je profite vraiment de mon métier pour me faire un petit moment fan, hein, fan où on discute un peu de ça. Raconte pourquoi cette émission est née et toi comment t'as fait pour gérer cette émission alors que t'avais une entreprise. C'était comme un hobby, j'imagine, le cybercafé, mais un hobby qui est quand même prenant. Voilà, pourquoi t'as amené cette émission-là à la télé et comment t'as géré le fait de continuer à faire croître une entreprise et avoir une émission culturelle sur vulgarisatrice ou je sais pas comment dire, mais sur le digital et tout ça. Donc, si tu veux, je vais te raconter comment c'est né. C'est la vraie histoire de la naissance de Cybercafé. Je veux ouvrir un cybercafé. Il n'y en avait pas à l'époque à Belgique. C'était même avant que l'Amour Fou devienne Cybercafé, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, il n'y en avait aucun. Mais j'ai rencontré un gars qui voulait que je monte un film. Pour lui, il avait une entreprise de cosmétiques. Et il me dit, tiens, j'ai envie d'ouvrir un cybercafé à Bruxelles. Est-ce que tu en as entendu parler? Parce que j'étais déjà sur Internet. Et je lui dis, c'est une bonne idée. Je vais en parler à mes clients. On va essayer de monter un truc. Donc, j'en parle à qui? À Apple. Et je rencontre un monsieur qui s'appelle Paul Denève, qui me dit, excellente idée, alors faisons un deal, je te propose de mettre des Macs, hein, parce qu'évidemment, tout le monde faisait des cybercafés avec des PC, et je te propose de mettre des Macs dans ton cybercafé, mais comment tu vas le lancer? Alors, je me suis dit, lancer, ça veut dire quoi lancer? Marketing, je connaissais à peine ces termes à l'époque, j'étais surtout un producteur de projets. Et j'en parle à Sony, à Patrick Decamps, je lui dis voilà, je vais faire un cybercafé, est-ce que tu veux pas être partenaire? Et on passera à la musique de Sony Music. Tu parles qu'il s'en foutait que je passe de la musique de Sony Music dans son cybercafé, mais il me trouve sympa, il me dit mais ça m'intéresse le cyber et tout, c'est un type qui était très malin. Il me dit on va faire un truc avec la nouvelle musique électronique et tout ça, est-ce que tu peux pas compiler un peu la musique que tu écoutes? On va sortir un album, ça s'appelait Cybercafé, on le vendra dans ton magasin, et pour faire la promo, on va en faire la promo à la radio. Et donc tu iras à la radio pour promotionner ta compile qui s'appelle Cybercafé, et tu pourras parler de ton cybercafé. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis génial. Il me dit alors tu dois aller convaincre Bernard Château, patron de Radio 21 à la RTBF. Moi, je toc toc, bonjour monsieur Château, je suis envoyé par Sony. Voilà, j'ai une idée, je voudrais faire une compile. Est-ce que vous voulez faire la promo? Il me dit ouais, je signe tout de suite, 50-50, pas de problème et tout. Mais en échange, je vais te demander de faire une chronique dans une émission de radio où tu vas me parler de l'internet, puisque c'est un truc si intéressant, on va le faire découvrir à nos auditeurs. Voilà, je me retrouve à la radio, je fais ma première chronique et t'as les mecs des autres studios d'enregistrement, c'est l'RTB, t'as le studio de la Radio 21, puis t'as les autres chaînes, tout, qui viennent me voir, tu vois, comme un singe, et ils me lançaient pas de cacahuètes, mais ils étaient là, waouh, c'est génial ce dont il parle, ce gars. Je crois que j'ai fait 4 émissions, à la 4e, Bernard Château m'a dit, on a une émission le dimanche qu'on va peut-être devoir supprimer, tout ça, est-ce que ça te dirait de faire une émission en direct de 4 heures? J'avais fait 4 chroniques, et j'ai dit oui, voilà. Et de 96 à 2006, c'est 10 ans, hein, c'est 10 ans, c'est long, 10 ans. Donc les premières années, j'étais tous les dimanches de 14h à 18h dans le studio 21. Donc ça veut dire que je prenais mon taxi, parce qu'il n'y avait pas le permis, je prenais mon taxi à je sais plus, à midi, un truc comme ça. J'arrivais, on mangeait des pizzas, on fumait des cigarettes, ce qui était interdit. Il y en a même qui buvaient du vin, pas moi. Je ne citerai pas leur nom. Quelle balance. Et j'avais comme co-animateur Xavier S, qui était un vrai professionnel, qui lui préparait l'émission, parce que pour tout vous dire, moi j'arrivais, je savais même pas de quoi on allait parler, j'improvisais absolument tout. Mais j'apprends très vite, donc je lisais la conduite, et pendant que je lisais la conduite, je connectais et j'allais voir ce dont il allait parler, et en fait je lui coupais la parole toutes les 5 minutes parce que j'avais l'air d'en savoir plus que lui, mais je venais de le lire, alors que lui il avait étudié ça pendant 2 nuits avant. Il faut quand même être conscient que j'avais mon agence à gérer avec des merdes, des projets à terminer, je travaillais toute la nuit, j'arrivais certains dimanches, j'avais pas dormi parfois depuis 24 heures, parfois même plus, donc c'était quand même dur, et j'ai quand même laissé une partie de ma santé là-dedans. Et j'ai perdu beaucoup d'argent quand, à la fin, parce que je produisais, c'est-à-dire que c'est moi qui récoltais l'argent pas des sponsors, parce que le sponsoring,
exclusivité de la régie média belge, mais plutôt des gens qui étaient Horrible, partenaires de l'émission. horrible. J'ai produit une émission 5 ans pour la RTBF, horrible, horrible, horrible. Donc je recevais de l'argent, je devais dire aux sponsors qu'ils auraient rien en échange. Enfin, c'était des partenaires financiers qui auraient peut-être leur nom générique en tout petit à la fin. Mais j'arrivais à le faire. Et donc voilà, c'est moi qui finançais les chroniques et les journalistes. Et la RTBF, évidemment, finançait le salaire de Xavier et le studio et tout le reste. Hein. Et puis c'est devenu une émission de télé dans plusieurs formats différents. D'abord c'était en direct, et puis après c'était en studio, et puis après c'était dans la ville, et puis après c'était avec Raphaël Charlier, qui a remplacé Xavier S au pied levé, qui jouait au début un peu le rôle de celui qui comprend rien et moi qui devais tout l'expliquer. Puis à la fin, il avait très bien compris et on s'amusait bien. C'était vraiment une émission extraordinaire. On a fait des expériences que aujourd'hui sont inimaginables. On a interviewé Poulvord qui a parlé de cul et on a eu de la chance parce que l'émission n'était pas enregistrée pour les archives de l'RTBF après minuit. Donc quand il a dit des conneries, c'était hors enregistrement, ce qui fait que l'émission a pu continuer. Sinon, je crois qu'on serait tous en tôle. J'ai fait une émission, on a joué en direct sur un software qui était un synthé, qui était un software de MIDI qui permettait de jouer avec d'autres musiciens à travers Internet. Donc, tu jouais, par exemple, un pattern de basse, et puis le musicien qui se trouvait n'importe où dans le monde, au Japon ou en Angleterre, jouait la batterie, et puis hop, une mesure plus tard, tu entendais sa pattern MIDI de batterie. Et le créateur du logiciel, c'était une boîte anglaise, nous dit « Ah, mais tu vas faire une démo à la radio et tout, on va te mettre des bons musiciens dans ton studio virtuel. » Et vous savez qui j'ai joué? Un certain Peter Gabriel. Mais non. Mais c'était le rêve, il faut le dire pour ceux, c'est dommage, mais j'espère. Ce qui est dommage, c'est que sur Ovio, il y a pas Cybercafé. Comment est-ce que les jeunes aujourd'hui, comment est-ce que peuvent aller découvrir, t'as bien mis une vidéo sur ton YouTube, mais il y a rien, elles sont aux archives. Je vais être honnête, en fait, c'est avant YouTube. Ok, donc on enregistrait l'émission, on la streamait, donc on était les premiers à faire ça, on streamait l'émission au format d'un timbre-poste, mais j'avais QuickTime Server Streaming Beta, on streamait l'émission, il y avait une chatroom, on était sur l'IRC, enfin c'est dingue quand tu réfléchis, on a inventé des trucs, enfin bon, moi j'ai inventé des trucs qui sont aujourd'hui tout à fait normaux. J'en ai mis quelques-unes sur YouTube, mais YouTube les a pratiquement tous mise offline parce qu'on passait de la musique commerciale. On avait les droits. En tant que coproducteur, j'ai les droits. Mais faire comprendre à YouTube que tu as les droits sur Aphex Twin, etc., c'est tellement compliqué que j'ai laissé tomber. Donc, ils ont enlevé tout ce qui contenait de la musique. Donc, pratiquement, il ne reste plus rien de Cybercafé sur YouTube. Et ça reste dans les archives de l'RTBF. Et encore, seulement ce qui passait dans les heures diurnes. Voilà, il y a énormément qui a disparu. Et c'est bien comme ça parce que j'ai dit tellement de conneries à l'époque, personne ne pourra s'en souvenir. C'est mieux pour ton CV, quoi. C'est mieux pour ton carrière. Au revoir. À la semaine prochaine. Salut.